Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur l'état des routes dans le sud-ouest de la France entre 1780 et 1815. Période charnière, fin de l'Ancien Régime, Révolution, Empire. Tout à fait. Une période de grands bouleversements. Et pour ça, on s'appuie notamment sur un article de Jean-Marcel Gaulier qui explore justement pourquoi les ambitions de modernisation du réseau routier ont été un peu déçues dans cette région. Exactement. Alors, pour commencer, vers 1780, juste avant la Révolution, ça ressemblait à quoi ce fameux réseau? C'était assez lâche, c'est le terme employé. Il y avait bien des grands axes, mais la qualité laissait souvent à désirer. Ah oui, c'est-à-dire? Pour franchir la Garonne ou la Dordogne, pas de pont, il fallait prendre le bac. Sur l'axe Paris-Toulouse, certaines sections étaient de simples pistes. Des pistes carrément? Oui, oui. Et pour aller vers Bayonne depuis Paris, il fallait traverser les sables des Landes. Pas l'idéal. Et puis, de grosses disparités régionales. Comment ça? Le Languedoc et la Gascogne étaient, disons, un peu mieux lotis que les généralités de Bordeaux ou de Montauban. Et le Massif central, ça restait un vrai obstacle. D'accord, un réseau lâche, inégal. Comment on finançait les travaux à l'époque? J'imagine que ça devait être compliqué. Oh que oui. Le système principal, c'était la corvée royale. En gros, du travail forcé pour les paysans. Ah, la fameuse corvée. Source de tension, j'imagine. Énorme. Dès 1756, le Parlement de Toulouse se plaignait déjà de la surcharge en Gascogne, sous l'intendant d'Ettigny. Il y avait d'ailleurs des systèmes différents. Le Languedoc, lui, préférait l'impôt et l'emprunt. Et la Gascogne? C'était la corvée à fond. Bordeaux, par contre, résistait pour ne pas devoir la racheter, cette corvée. Ça montre bien les tiraillements locaux, quoi. Logique. Et même quand les routes étaient bonnes, apparemment, tout n'était pas parfait. Il y a des témoignages. Absolument. Prenez Arthur Young, l'agronome anglais. En 1787, il note des chaussées superbes par endroits, mais il se plaint de la qualité vraiment médiocre des auberges juste à côté. L'intendance ne suivait pas toujours. Intéressant. Arrive 1789, la Révolution. On imagine une volonté de tout changer, d'unifier. Est-ce que ça a eu un effet positif sur les routes du Sud-Ouest? Alors, il y a eu un grand espoir, c'est clair. On le voit dans les cahiers de doléances. Les gens demandaient de meilleures routes, un rééquilibrage. Au début, on a même décentralisé, donné la responsabilité au département. Et ça a marché? Pas vraiment. Ça a vite coincé, en fait. Échec assez rapide. Ça a plombé les budgets. Ah oui, les assignats. Et puis la guerre, contre l'Espagne notamment dans les Pyrénées. Ça mobilisait les hommes, les ressources, l'administration était désorganisée. On a même essayé brièvement en 1794 de réquisitionner des civils, y compris femmes et enfants, pour les travaux. Carrément. Ça montre l'urgence. Oui, et les grands projets, comme pour traverser le Massif central, ils sont restés largement dans les cartons. Bon, tableau assez sombre pour la période révolutionnaire. Et ensuite, avec le Directoire, puis Napoléon, est-ce qu'on arrive à stabiliser un peu les choses? On essaye. Le Directoire lance une taxe d'entretien, des péages en 1798, mais c'était super impopulaire et ça ne rapportait pas assez. Le Trésor devait toujours aider. Donc, le réseau restait en mauvais état. Oui, vers 1799, les rapports de l'Aude, du Garde, de l'Hérault, ils décrivent un état toujours très dégradé. Et Napoléon, lui qui aimait l'ordre, l'efficacité, Ah, avec Napoléon, il y a une vraie reprise en main, c'est clair. recentralisation forte. On classe les routes impériales de première, deuxième, troisième classe, puis départementales, une vraie organisation. Et le financement? Renforcé, oui, grâce à l'impôt sur le sel et aussi aux centimes additionnels, des taxes locales. Et surtout, il généralise les cantonniers. Les cantonniers? Oui, ces ouvriers responsables de l'entretien régulier d'un tronçon de route. Une idée que Turgot avait déjà testée, en fait. L'Empire met le paquet sur les axes stratégiques. Logique. Pour l'armée, le contrôle. Exactement. La route Bordeaux-Bayonne, par exemple, cruciale pour la guerre en Espagne, est améliorée. C'est aussi l'époque où on lance de grands ouvrages comme le fameux pont de Pierre à Bordeaux, même s'il faudra du temps pour le finir. Donc, après toutes ces péripéties, tous ces efforts, quel bilan on tire en 1815 à la chute de l'Empire? Le Sud-Ouest est enfin bien connecté? Eh bien malheureusement, pas vraiment. Gauger utilise une image forte, un lacis mité. Ah, la lacimité. C'est parlant. Oui, ça veut dire que beaucoup de routes commencées sont inachevées, d'autres sont déjà en mauvais état. Les enquêtes le confirment même un peu plus tard, comme celle de Becquet en 1824. Et les petites routes locales? Alors là, les chemins vicinaux, c'est souvent décrit comme exécrables, impraticables. Un contraste énorme donc. Entre les grands axes stratégiques, un peu améliorés, et le reste du réseau qui reste à la traîne. Tout à fait.
L'objectif d'égalité et d'unification du territoire par la route, posé par la Révolution, il est loin d'être atteint en 1815 dans le sud-ouest. En résumé, On peut dire que cette période 1780-1815, elle a vu des efforts constants, oui, mais constamment contrariés par les crises politiques, l'argent qui manque, les guerres et aussi les résistances locales. Du coup, le Sud-Ouest hérite d'un réseau très inégal. Ça pose les bases pour le 19e siècle, mais on est loin d'une desserte homogène. Ce qui amène une réflexion pour finir. Comment cet état fragmenté du réseau routier, avec ses forces, mais surtout ses faiblesses, a bien pu influencer le développement économique, social du Sud-Ouest sur le long terme. Peut-être différemment d'autres régions qui étaient mieux loties plus tôt. Voilà une question à laisser mûrir.